Bonjour les luminographes. Aujourd'hui, puisque nous sommes obligés de rester très loin les uns des autres en ce mois de mars 2020, je vais vous parler des photographes ayant choisi d'utiliser une très grande profondeur de champ. Pour que tout soit net, du premier au dernier plan, et ainsi abolir les notions de distance. Tout d'abord, revenons au début de la photographie. Dès qu'elle est inventée, la photographie se pose en concurrente de la peinture. Elle a pour avantage, dit-on, de montrer la réalité, alors que la peinture est une interprétation de celle-ci. Bien entendu, les peintres se sont opposés à cette nouvelle forme de maîtrise des images, leur travail en dépendait. Qu'allait-il devenir si plus personne ne faisait appel à eux pour les portraits ou les paysages de commande ? D'autant plus que le grand public commençait à s'approprier cette nouvelle technique avec les box Kodak par exemple, dont voici une image du second modèle de la firme de Rochester. Le célèbre slogan « You push the button and we do the rest », vous appuyez sur le bouton et nous faisons le reste, résume bien la situation. D'une science complexe réservée à une élite financière et technologique, la prise de vue, le portrait de ses proches par exemple, devient accessible à tous, sans connaissance ni maîtrise artistique. Et cette situation ne vous rappelle rien ? La photographie numérique va tuer les photographes professionnels, pouvait-on entendre il y a 15 ans. On sait aujourd'hui qu'il n'en est rien, de la même manière qu'il y a toujours plus de peintres parmi nous. Alors, la riposte s'organise. Deux grands courants de pensée s'affrontent. D'une part, les peintres conservateurs, et d'autre part, ceux que je vais appeler les progressistes. Les peintres qui ont voulu résister utilisaient un argument simple mais efficace. Eux seuls pouvaient être fidèles à la réalité, pour la raison simple que seule la peinture pouvait reproduire les couleurs, à cette époque en tout cas. Un courant marginal expliquait également que seuls les peintres pouvaient montrer la réalité tout en la valorisant. Enlever un bouton, redresser un œil, ajouter quelques cheveux. Photoshop avant l'heure en quelque sorte. Bref, tout était bon pour dénigrer la nouvelle photographie. Ce courant a été appelé les peintres réalistes et les hyper-réalistes. Vous pouvez voir ici un des précurseurs du réalisme, Millet, et son célèbre tableau « Les glaneuses ». Vient ensuite Gustave Courbet, avec un portrait, de la tête cette fois-ci, de Constance, sa compagne. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme il existe encore des peintres classiques au XXIe siècle, certaines personnes prennent plaisir à représenter la nature de manière réaliste, avec des pinceaux. Ici, Reisha Perlmutter dans sa série « Aqua ». Je vous invite à aller admirer son incroyable travail, s'inspirant du sfumato de Léonard de Vinci en le poussant à son paroxysme. Vous voyez, il est de plus en plus difficile de distinguer la photographie de la peinture. La seconde catégorie de peintres ne supportant pas la photographie, les progressistes donc, ont rapidement compris que leur toile devait exprimer autre chose qu'une simple représentation du vrai, donner des impressions, des figurations, des sentiments. On vient d'inventer l'impressionnisme. Ce tableau de Caillebotte, intitulé « Portrait à la campagne », est visible au musée d'art et d'histoire de Bayeux, dont il est, à mon avis, le joyau. Bien entendu, les différents protagonistes ne peuvent s'empêcher de s'inspirer les uns des autres. Et ce qui est à la mode quelque part, transparaît rapidement ailleurs. Et c'est alors que les photographes ont suivi des chemins éthérés, figuratifs, flous, tout comme l'ont fait les écrivains tels que Mallarmé ou Chateaubriand. Les littéraires vont parler de romantisme, alors que nous parlons de pictorialisme. Mais voyez comment les frontières sont floues, c'est le cas de le dire, dans cette photo de Robert de Machy, Paysage. En réaction à la mode de réaliser des photos singeant cette nouvelle peinture, de nombreux artistes photographes ont décidé que leurs images seraient, elles aussi, hyper réalistes. C'est le monde à l'envers. Rendez-vous compte, la peinture se veut réaliste, mais elle est détrônée par la photo. Et tandis que la bataille fait rage entre ces deux techniques, le courant impressionniste naît en peinture.
Vite, la photo s'en empare pour mieux la contrer. Alors en réaction, elle devient réaliste, c'est complètement fou. En attendant, ces photographes, réactionnaires des réactionnaires, qui prônent de la photographie pure, vraie, straight en anglais, se donnent un nom, le collectif F64. Je vous conseille de voir le sujet de la straight photographie traité par Elie Maury sur sa superbe chaîne Photosynthèse, en 2 mots, dont je vous donne le lien en description. Mais revenons au nom de ce collectif, F64. F64 est la plus petite ouverture possible d'un objectif photo de chambre. Comme vous le savez, plus le nombre est petit, plus il y a de flou autour de la zone de mise au point. A l'inverse, plus le nombre est grand, plus la profondeur de champ, c'est son nom, est grande. Cette fermeture extrême empêche donc toute zone de flou sur l'ensemble de la photo pour ne surtout pas confondre les vrais avec ces espèces de mélancoliques de cheveux longs flottants au vent. Oui, mais voilà, juste prendre en photo un endroit ou un objet n'est pas de l'art, c'est juste un cahier de brouillon. Et les artistes vont très vite recommencer à déformer la réalité. En fait de déformation, il s'agit plutôt ici d'utiliser toutes les ressources de leurs engins photographiques. Les champs photographiques sont, en effet, capables de prouesses pour ceux qui savent les maîtriser. On peut, par exemple, cadrer de manière totalement irréelle, comme Edward Weston nous montrant sans aucun artifice un cœur de poivron. On peut aussi se servir de la chimie pour augmenter la sensation visuelle et rendre l'image dramatique, à la limite de ce que nous nommons aujourd'hui le HDR, High Dynamic Range. Ansel Adams, plus connu pour ses magnifiques paysages de la côte ouest des États-Unis, nous présente ici une simple rose posée sur un vieux morceau de bois flotté, Rose and Driftwood. On peut encore rendre quasiment incompréhensibles des formes pourtant naturelles, juste pour jouer avec la géométrie. Ici, la photographe Imogen Cunningham nous invite à la réflexion avec son triangle, jouant sur des formes géométriques normalement inexistantes sur un corps humain. Et là, je vais vous poser une question. Où est la réalité? Où est l'imagination? Où sont les limites? Oui, je sais, il y en a 3 de questions, à moins qu'il n'y en ait plus encore. Ce que nous savons, c'est que ce sont des questions qui ont déjà été posées par des artistes venant après cette vague, mais que vous pouvez vous poser également. Ces nouveaux venus, qui sont allés encore plus loin, ont réussi à supprimer le sujet où l'on représentait au-delà de toute réalité. Je pourrais vous parler ainsi des surréalistes, puis des cubistes, mais ceci sera dans une autre histoire.